téléphone et a parlé avec Aref. Il lui a demandé de se rendre et de venir au quartier général de la Révolution. Et il lui a donné, je crois, 5 minutes. Le président Aref se rend, et cette fois, pas un coup de feu n'est tiré. Avec le soutien des États-Unis, le parti Baas a pris le pouvoir. Sorti des rangs du parti, Saddam n'a pas encore 30 ans et devient le numéro 2 du régime. En l'espace de 18 mois, il est devenu vice-président et contrôlait 7 ou 8 des principales administrations du pays. Nous savions depuis le coup d'État de 68 qu'il tirait les ficelles du pouvoir. Mais ça n'avait pas une grande importance pour nous. C'était un type très brutal, très dur. Mais l'Irak avait la réputation de ne pas pouvoir être gouverné autrement. En janvier 1969, un épisode donne la mesure de la brutalité du nouveau régime. Des procès pour trahison s'ouvrent à Bagdad. Les hommes de main de Saddam arrêtent, torturent et extorquent des aveux. Nombre d'accusés sont juifs. Ils sont pendus en public et les Irakiens sont invités à assister au supplice. Le monde s'indigne mais ne bouge pas. Et soudain, les États-Unis se retrouvent avec une espèce d'enfant adopté, ou même qu'ils ont créé. Ce gouvernement inique qu'ils ont mis en place est devenu soudain une relation embarrassante. Les États-Unis font face à un régime équivoque. Le tandem Bakr-Saddam joue habilement de la rivalité entre l'Est et l'Ouest, sans jamais s'aligner ni sur l'un ni sur l'autre. Alors que la répression des communistes se poursuit à Bagdad, Saddam accompagne Bakr à Moscou pour signer un traité d'amitié avec l'URSS. La même année, il nationalise le pétrole. Et tout en dénonçant l'impérialisme américain, Saddam ouvre l'Irak aux entreprises et à l'influence occidentale. Dans les années 70, Saddam est devenu le symbole de la modernisation et de l'occidentalisation que beaucoup d'Irakiens souhaitaient. Il était habillé à l'européenne, il parlait d'éducation, de faire venir les Occidentaux. La vision de Saddam, lorsqu'il a pris le pouvoir en Irak, était on ne peut plus claire. Saddam voulait forcer l'Irak à entrer dans le XXe siècle, même s'il fallait l'y traîner par les cheveux. La différence entre lui et les autres, c'est qu'il était prêt à sacrifier la moitié des Irakiens pour y parvenir. Terreur et bienveillance. Saddam Hussein cultive volontiers son double visage. Entouré de ses gardes du corps, il se met en scène sous l'œil complaisant des caméras officielles. À cette époque, Adel Darwish est un jeune journaliste britannique. Il couvre un festival culturel à Bagdad et rencontre celui que l'on appelle alors Monsieur l'Adjoint. L'un des films qui était présenté à ce festival était Le Parrain, premier épisode. Le film sur la mafia. Et je crois qu'une bonne partie de la conversation que nous avons eue a porté sur ce film, Le Parrain, et sur l'explication qu'en donnait Saddam, son interprétation des péripéties du film. Et tout cela n'a eu véritablement de sens pour moi que 20 ou 25 ans plus tard, à la lumière des développements politiques et de la manière dont il traitait ses opposants, et bien sûr, la manière dont il agissait avec sa propre famille. Face à ce personnage à la fois tyrannique et pragmatique, Washington ne sait pas sur quel pied danser.
En apparence, nous donnions l'impression de danser d'un pied sur l'autre. L'Irak était inclassable aux yeux des Américains. L'Irak n'était ni un pays ami, on ne pouvait pas lui faire confiance, ni un ennemi, il ne présentait pas une menace. Mais alors, l'imprévu est arrivé. Janvier 1979. Le Shah d'Iran est renversé. Il était le plus solide allié de Washington dans le Golfe. Le peuple iranien a mené sa révolution. Cette révolution qui a mobilisé des millions de gens était une vraie surprise. L'ayatollah Khomeini, qui prend le pouvoir, est un chiite fondamentaliste dont les discours enflamment les déshérités et les opprimés. À ce moment, le régime de Saddam a eu très peur. Il a pensé que le mouvement allait s'étendre jusqu'en Irak. Et c'était vrai. Le mouvement était destiné à s'exporter très rapidement en Irak. Et l'Amérique aussi a peur. Peur pour le pétrole, peur pour Israël. Les révolutionnaires de Téhéran s'en prennent aux intérêts américains. Khomeini a su mettre d'accord Saddam et Washington. Cette haine implacable des ayatollahs à l'égard des intérêts occidentaux et spécialement de ceux des États-Unis, c'est quelque chose que nous n'entendions pas de la part de Saddam. Au contraire, ce qui nous parvenait était un appel général de la part des Arabes qui nous disait « Soutenez ce leader ». Saddam avait un long passé de brutalité à l'égard des chiites, d'élimination des chiites qui sont une majorité en Irak. Il a montré ainsi sa véritable nature. Il a montré sa brutalité aux Américains. Ils ont dit « Voilà notre homme ». Il va se montrer parfaitement implacable. Il était considéré comme un mal acceptable. Face au danger islamique, Saddam Hussein consolide son emprise sur le régime. Le 17 juillet 1979, il écarte Bakr du pouvoir. Il le force à annoncer sa démission pour raison de santé. Cinq jours plus tard, il procède à des purges aussi brutales que spectaculaires au sein du parti Baas contre 19 prétendus conspirateurs. La paranoïa s'est emparée de Saddam. C'était écœurant. Il les désignait par leur nom et des hommes de main les conduisaient hors de la salle. Plus personne n'a entendu parler de ces 19-là. Ce fut pour l'Irak la nuit des longs couteaux. À 40 ans, Saddam a atteint son but. Il est le maître de l'Irak. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut devenir le chef incontesté des Arabes. Une guerre contre l'Iran, affaibli par sa révolution, lui permettrait de satisfaire son ambition. Personne ne pourra plus l'arrêter. Pour Salah, le temps de la clandestinité avec Saddam Hussein est loin. En 1979, il est l'ambassadeur de l'Irak à l'ONU. Alors qu'il accompagne Saddam à Cuba pour une conférence, Salah croit encore que le conflit peut être évité. Il organise la rencontre de la dernière chance entre Saddam et le ministre iranien des Affaires étrangères. À la fin de la rencontre, Saddam m'a demandé mon avis. Et je lui ai dit, « Monsieur le Président, la guerre n'est pas une plaisanterie. Nous allons tout perdre et nous ne sommes même pas sûrs de gagner. Mais la décision est entre vos mains. » Il n'a rien dit. Pendant 2 ou 3 minutes, il est resté silencieux. Et puis il m'a parlé. Il a dit, « Écoute Salah, prépare-toi à l'ONU. Nous allons entrer en guerre. » Saddam passe à l'attaque le 22 septembre 1980. Bien sûr, il proclame qu'il ne fait pas la guerre à l'Iran pour servir les intérêts américains. ولم تستطع العهود المندثرة أن تستخدم الجيش العراقي في منهجها السياسي لخدمة الأجنبي رغم المحاولات التي بذلت في هذا الصدد. Washington aussi a toujours démenti avoir poussé Saddam contre l'Iran.
Mais pour les États-Unis, celui qui fut l'ennemi des communistes est devenu le meilleur rempart contre la révolution islamique. L'heure de la coopération ouverte entre Saddam et les Américains a sonné. J'ai reçu un message du représentant irakien à Washington indiquant dès 1983 un intérêt à rétablir des relations diplomatiques complètes. Et il y a eu toute une série de visites et de contacts, comme la fameuse rencontre avec Rumsfeld, qui va à Bagdad et déclare en somme « Voilà un type avec qui je peux travailler ». Et nous commençons à leur offrir soutien et coopération. Ils obtiennent par exemple des crédits pour acheter des produits alimentaires. Mais les Irakiens n'ont jamais été des partenaires faciles. Richard Murphy assiste à cette rencontre. De ses contacts avec Saddam Hussein, il conserve un souvenir ironique. Une des remarques de Saddam m'est restée à l'esprit. C'était une plaisanterie du genre « L'attitude des États-Unis à l'égard du tiers-monde est comparable à celle d'un paysan irakien lorsqu'il prend une nouvelle épouse. » 3 jours de douceur et puis direction les champs pour travailler comme un esclave pour le reste de ses jours. Richard Murphy s'est contenté de sourire. À cette époque, l'Amérique fournit à l'Irak des photos satellites, du renseignement et des crédits. Et l'administration Reagan laisse même Saddam acheter aux États-Unis de quoi fabriquer des armes de destruction massive. Des plans d'usines chimiques ont été fournis par des sous-traitants d'entreprises américaines pour aider les Irakiens à fabriquer leurs propres armes chimiques. Ce qui est intéressant avec les armes chimiques, c'est que la loi vous interdit de fournir les armes elles-mêmes, mais vous pouvez la contourner en fournissant les plans. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, voici les plans d'une usine chimique, fournie par une entreprise américaine, en toute connaissance de cause et avec l'approbation des États-Unis. C'est du cynisme à l'état pur. La guerre, qui a déjà fait des centaines de milliers de victimes, menace maintenant le flot du pétrole dans le Golfe. La marine américaine s'y déploie massivement. En 1987, un épisode tragique confirme que l'Amérique de Ronald Reagan est prête à tout pardonner à Saddam Hussein. Voilà que le USS Stark, le vaisseau amiral de la flotte américaine dans le Golfe, est touché par un missile Exocet tiré par un pilote irakien. Et 37 membres d'équipage sont tués. Les Irakiens présentent aussitôt des excuses, ils disent qu'ils ont commis une erreur et indemnisent les familles des victimes. Et l'affaire est classée. Dans des circonstances normales, un incident de cette nature ne provoque pas seulement de la colère ou des gesticulations. C'est une raison pour faire la guerre. Et pourtant, immédiatement, le gouvernement américain multiplie les déclarations pour dire « c'est un accident et les accidents arrivent en temps de guerre ». This event underlines once more the seriousness of the tensions that exist in the Middle East and the importance of trying to do something about them. L'indulgence des États-Unis est encore plus criante lorsqu'est révélée l'affaire d'Al-Habja. Dans ce village kurde, les Iraniens affirment que l'armée de Saddam Hussein a gazé 5000 civils. Je présidais la conférence internationale sur les armes chimiques. Soudain, les Iraniens nous montrent des images de l'effet des armes chimiques à Al-Habja. On n'a fait peu de cas de cette histoire en dehors du Kurdistan ou de l'Irak. Il n'y a pas eu grand-chose dans la presse, aux États-Unis et en Europe. L'Union soviétique est restée silencieuse, la France, les États-Unis. Tout le monde s'est tu. J'étais le seul délégué, la Suède.
Et je sais combien ils étaient nerveux à Stockholm. J'étais le seul à avoir dit « Ceci est inacceptable ».